recevons ce matin Jean-François Copé. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Député de Seine-et-Marne, secrétaire général de l'UMP, maire de Meaux. Vous avez commencé, Jean-François Copé, mardi dernier, le cycle des conventions de l'UMP, avec les cadres de l'UMP qui se réunissaient notamment ce samedi à Paris. Alors l'exercice, sans doute, vous nous l'expliquerez, il ne doit pas être si facile pour un parti quand son leader, soi-disant naturel, ne s'est tout de même pas encore officiellement déclaré. En revanche, on note que côté critique du Parti socialiste, l'UMP est plutôt en grande forme et nous verrons ce matin avec vous quelles sont vos priorités tout de même de l'UMP, quelles sont les priorités de l'UMP pour 2012 et si après tout le parti présidentiel est si bien en ordre de marche que cela pour la campagne électorale. Mais tout de même, la première question tout de suite avec Hubert Huertas. Oui, dans la ligne du billet, l'Europe s'enfonce donc dans la crise. Une fois de plus, Nicolas Sarkozy nous donne rendez-vous cette semaine. Cette fois, il retourne à Toulon. Est-ce qu'il ne court pas après un événement qui lui échappe en faisant semblant de le précéder? Je crois que les choses, en réalité, sont plus simples à expliquer qu'à combattre. Parce qu'il s'agit d'une crise d'une ampleur qui est considérable et qui est surtout totalement inédite. C'est pas une crise de l'euro, contrairement à ce qu'on raconte parfois, c'est une crise des dettes souveraines. C'est-à-dire que c'est une crise qui, en réalité, touche tous les États qui ont accumulé un niveau de dette tellement élevé que ces dettes n'arrivent plus à être dépassées par la croissance. Voilà. Alors, face à cela, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est de trouver des solutions d'urgence, de préserver la zone euro en trouvant les moyens de rassurer des marchés financiers qui sont d'abord là parce qu'on en a besoin, puisque comme on est très endetté, il faut aller chercher l'argent chez eux. On ne serait pas endetté, on n'aurait pas besoin des marchés. Et puis ensuite, il y a à rentrer dans une action plus structurelle. Et c'est à ça aussi qu'il faudra travailler après. Oui, mais ça se déroule dans un contexte, on ne va pas en faire l'économie, on est dans un contexte de présidentiel. Dans ce contexte-là, le président intervient, et il intervient dans des postures fortes. Or, il semble qu'après coup, après chaque posture qui est censée finalement donner du mieux au problème, on s'enfonce. Alors, c'est pas de sa faute, mais ça veut dire que sa posture est une posture, non? Jean-François Copé. Je ne partage pas tout à fait cet avis parce que en réalité, on a un président de la République, comme d'ailleurs des chefs d'État dans toute l'Europe, qui sont aujourd'hui vraiment dans l'action. C'est une crise qui commande un suivi quotidien avec un certain nombre de décisions qui sont prises. Donc en réalité, le président de la République, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, quand il vient s'exprimer devant les Français, il l'a fait il y a quelques jours à la télé, il le refait à Toulon dans quelques jours, c'est pas pour prendre des postures. C'est à la fois pour expliquer le phénomène que nous vivons, parce que les Français sont extrêmement en demande, et puis c'est d'autre part pour raconter, dire comment il agit au quotidien pour trouver les meilleures solutions. Seulement, il faut bien voir que les solutions, elles sont à la fois collectives et individuelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire au niveau de l'Europe, pour lesquelles on a besoin du consensus avec les autres chefs d'État, et puis ensuite, des réponses qui sont au niveau de la France et pour lesquelles, là, nous agissons. Mais voilà. Oui, il parle fort, ce président. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une certaine usure? Parce que là, il va reparler à Toulon. Donc, j'ai jeté un coup d'œil sur ce qu'il avait dit à Toulon. C'est quand même troublant. Exemple, oui, il arrive que le marché se trompe. Oui, il arrive que la concurrence soit inefficace ou déloyale. Alors, il faut bien que l'État intervienne, qu'il impose des règles, qu'il investisse, qu'il prenne des participations. Il faut réglementer les banques pour réguler le système. C'était il y a 3 ans et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, mais si je peux me permettre, il y a eu beaucoup de choses de faites depuis 2009 dans tous ces domaines. Prenez rien que l'exemple dernier, celui de la régulation des banques. Je vous rappelle que la communauté internationale a adopté, et l'Europe est en première ligne là-dessus, des normes, c'est ce que l'on a appelé la Convention de Bâle III, qui prévoit un renforcement des fonds propres pour les banques de manière extrêmement rigoureuse pour justement éviter que celles-ci ne prêtent au-delà des niveaux que lui permettent leur propre solvabilité. Vous voyez ? Donc, il y a eu un certain nombre de choses de faites. En même temps, vous savez que c'est un des grands enjeux, en tout cas moi c'est l'intuition que je porte, c'est que l'un des grands enjeux des 10 années qui viennent sera un enjeu de gouvernance européenne et mondiale. On ne peut pas continuer de vivre dans un monde globalisé dans lequel les acteurs privés
qui par définition vont toujours plus vite que les acteurs publics, ne voient à aucun moment au niveau mondial un certain nombre de régulations, de règles s'imposer à elles, et s'imposer à eux. Et c'est ça notre objectif maintenant. Encore un mot sur Toulon et sur ce sentiment faux, allez-vous me dire, entre le discours et la réalité. Voilà ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Les modes de rémunération des dirigeants et des opérateurs doivent être encadrés. Il y a eu trop d'abus, trop de scandales. Alors, ou bien les professionnels se mettent d'accord sur des pratiques acceptables, ou bien nous réglerons le problème par la loi avant la fin de l'année. Bon. Vous savez de combien le salaire de Frédéric Oudéa, Société Générale, a été augmenté en 2010 Je ne sais plus le chiffre, mais il a été 175%, oui, 157%. Il a été tout à fait, oui, absolument. Mais Donc, d'ailleurs, c'est un sujet est-ce qu'il n'y a pas un écart qui va... Sans doute. Qui fait que les citoyens peuvent se poser des Sans doute, mais bien questions. sûr, vous avez tout à fait raison là-dessus. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en même temps se tromper de combat. Voilà. Que ces choses-là créer du débat, de la controverse, de la polémique, c'est tout à fait normal. Je veux juste qu'on ne se méprenne pas. L'essentiel, c'est les réponses à la crise. Ça n'est pas en rabotant les salaires évidemment excessifs dans ces périodes de crise de tel ou tel PDG que l'on réglera le problème de la crise des dettes souveraines. Le problème de la crise des dettes souveraines, c'est un problème majeur qui engage de très nombreux pays d'Europe et qui doit nous amener à imaginer un nouveau modèle de croissance. Là, jusqu'à présent, depuis 30 ans, notre modèle de croissance, c'était la croissance pourra payer les dépenses publiques accumulées, et ces dépenses publiques, même si ce sont des déficits, c'est pas grave, parce qu'il y aura de la croissance pour l'absorber. Or, il y a eu un choc de croissance dans les années 80. Brutalement, cette croissance a été réduite par deux en Europe. Et de cela est ressorti que nous n'avons pas changé notre modèle. Nous, Européens, avons continué de voir croître les dépenses publiques, les déficits publics et les dettes. Il nous faut donc, parce que maintenant on est au croisement des choses, il nous faut donc un nouveau modèle de croissance qui ne pourra plus être financé par de la dette et qui devra l'être par une autre organisation du travail, par le fait de réindustrialiser notre pays, par le fait de faire du Made in France, comme il y a un Made in Germany, avec des filières industrielles, agroalimentaire, etc., qui fasse que, au lieu de compter sur les marchés financiers, on compte sur les Françaises et les Français qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour peu qu'on leur donne les moyens de créer, de se développer et de trouver la moyen de concilier leur réussite individuelle avec la réussite collective. Il y a un instant, vous disiez qu'au fond, peut-être la solution est sans doute, sur la question européenne, de peut-être aller vers une sorte de fédéralisme. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais est-ce qu'au fond, c'est une idée que vous voulez défendre Je vais vous dire, moi je suis très profondément européen, très engagé. Simplement, je me dis que ce débat fédération contre confédération est un débat qui peut-être n'est pas le plus adapté à l'Europe. Parce que, regardez, quand vous voyez l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire d'une terre très peu peuplée, avec pratiquement pas d'histoire, qui en 200 ans fait une fédération dans le contexte que vous savez. Notre histoire est assez différente. Donc moi, je pense qu'il faut imaginer un système qui ne soit pas une fédération, mais qui soit peut-être une Europe dont l'intégration se fasse par zone, en fonction des points communs qui les rassemblent. Cette intégration, elle est souvent décriée. On voit bien que, par exemple, du côté du Front National, on dit attention, ce sera définitivement la perte de souveraineté de la France. Et par ailleurs, à l'instant, pardon, je coupe deux questions. Vous venez de dire qu'il faut peut-être reprivilégier l'industrialisation et le Made in France. C'est aussi ce que propose le Front National. Comment vous allez vous distinguer de ces questions-là ? Très franchement, je me fiche complètement de savoir si sur tel ou tel sujet, le Front National propose la même chose que nous. Le Front National a un projet économique qui est à l'opposé du nôtre, puisque le Front National propose... Qui varie, qui évolue. Maintenant, on parle de l'écu, un écu euro. Oui, enfin, c'est parce que leur raisonnement ne tient pas la route une seconde. Donc forcément, ils sont embêtés, donc ils discutent entre eux pour essayer de trouver une espèce de masque, qui leur permet, une espèce d'alibi qui leur permet de se sortir de ces caricatures. Bon, enfin, la vérité, c'est que à partir du moment où on propose que l'euro redevienne le franc, et que l'euro... Un euro égale un franc. Oui, mais ça, c'est pas grave. L'euro peut être un franc pendant une journée, et puis après, ça tient pas la route parce que la monnaie, elle correspond à l'économie réelle du pays. Donc, on décrète pas qu'une monnaie égale une autre monnaie. Voilà, ça n'existe plus depuis très longtemps. Bon, on est dans une économie mondiale. Bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en réalité, la valeur réelle du franc ne sera jamais celle de l'euro, et donc si jamais on revient au franc, on fait exploser les taux d'intérêt, parce qu'on n'accédera pas du tout au même tarif à l'argent pour financer notre économie. Bon, mais c'est d'une irresponsabilité et d'une immaturité qui est regrettable à un moment où on a besoin
d'avoir justement une réflexion qui soit vis-à-vis des Français à la fois responsable et pédagogique. Bon. Donc, quelle est l'idée que je défends? C'est l'idée pas du tout de fermer les frontières de la France. Ce serait d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. C'est l'idée que l'on soit beaucoup plus compétitif, nous, pour que nos produits se vendent à l'étranger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 3 moteurs dans la croissance économique: la consommation intérieure, l'investissement et l'exportation. Or, aujourd'hui, notre croissance française est beaucoup trop orientée sur la consommation intérieure et pas suffisamment sur l'investissement, l'innovation et l'exportation de nos produits à l'étranger. À l'image des Allemands, pas du tout à l'image de la Chine. Il n'est pas question de faire du Made in France comme on fait du Made in China. Il est question de faire du Made in France comme on fait du Made in Germany. Nous savons, nous aussi, faire des produits industriels dans des filières telles que la filière du BTP, la filière du nucléaire, la filière des énergies vertes, la filière de l'agroalimentaire, la filière médicale, dans lequel l'excellence française est reconnue. C'est un peu ce que dit François Bayrou, ça, réindustrialiser, très reproduire. Bien, mais attendez, je vais vous dire une chose. Moi, je voulais vous parler juste un petit peu des... j'ai pas de problème. Non, des centristes, de M. Morin. Vous voyez, c'était une transition à droite. D'accord. À droite ou habile. Voilà, habile. Les deux. Non, mais en l'occurrence, il est assez logique qu'on ait des points communs avec le centre, puisque nous faisons ensemble une alliance politique depuis des années. Alors pourquoi vous les flinguez dès qu'ils sortent la tête? Pourquoi non, Monsieur Borloo, quand même, vous ne l'avez pas encouragé, si j'ai bien lu vos déclarations, et j'ai pas l'impression que Monsieur Morin, vous allez l'encourager tout de suite. Alors, je vais vous dire les choses. Enfin, vous avez même dit, il n'y a pas de place pour le centre dans cette campagne électorale. Ah, ça, je le crois profondément. Oui. Mais c'est pas très amène, on va dire, quand même. Voilà. Non, mais... Attendez, peut-être prenons les choses dans l'ordre. Non, je récuse cette idée. Je suis pas d'abord, c'est pas mon style du tout, et je suis plutôt attentif aux uns et aux autres. Vous êtes bien flingueur quand même. Bon, écoutez, chacun son appréciation. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas ça l'objet de mon propos. L'objet de mon propos, il est d'appeler les gens qui partagent nos idées à comprendre que cette élection sera extraordinairement difficile parce que les Français sont inquiets, ce qui est légitime dans cette période de crise, et que les 3 grands blocs qui traditionnellement s'opposent à chaque élection présidentielle avant le premier tour ne seront pas les mêmes qu'en 2007. En 2007, c'était Parti socialiste, UMP et Centre, incontestablement. Cette fois-ci, mon intuition est que ce sera Parti socialiste, UMP et extrême droite. Et que dans ce contexte, il y a un lien naturel entre le Centre et l'UMP, compte tenu que nous avons gouverné ensemble. Je préfère donc qu'on soit rassemblés avant le premier tour pour ne pas disperser nos voix et éviter la jurisprudence Chevènement, Taubira, etc., qui a conduit au 21 avril 2002. Je ne dis rien d'autre. Et j'ai toujours ajouté que toute candidature était par définition respectable. 8h16, Jean-François Copé, l'homme qui est à côté de vous, c'est Brice Couturier qui fait la chronique et introduit le débat des matins de France Culture. Alors Brice, comment sauver le modèle social français? Voulez-vous poser comme question avec 3 solutions: réformer ou bien réformer? C'est un peu ça, Marc. On va le voir en tous les cas très bientôt, puisqu'après le cours magistral du professeur Sarkozy, sauveur de l'Europe, voire de la planète, le 27 octobre, qui a quelque peu irrité les Allemands, on doit s'attendre, paraît-il, Jean-François Copé, vous en savez sans doute plus que nous dans les prochains jours, à un discours de Toulon bis. Alors, en effet, face à la tourmente qui menace d'emporter avec l'euro le peu de prospérité qui restait en Europe, le président entend afficher à nouveau son fameux volontarisme. Nicolas Sarkozy, qui bénéficie en cette fin novembre d'une remontée dans les sondages qui semblait inespérée il y a quelques jours, aimerait bien renverser la tendance. D'après LH2, il fait jeu presque égal avec François Hollande au premier tour, avec 29% contre 30% au candidat du PS. À gauche, en effet, il faut le dire, la machine à perdre tourne à plein régime. L'incroyable cafouillage des négociations entre le PS et EELV en a donné le signal. On connaît le mode d'emploi, il a déjà servi dans le passé. Une bonne vieille guerre des chefs au sein du PS, en l'occurrence une lutte feutrée entre les partisans du candidat désigné et ceux de la première secrétaire, des alliés qui ne peuvent compter électoralement qu'en s'attaquant prioritairement au Parti socialiste. C'est le fameux capitaine de pédalo dans la tempête de Mélenchon. Un programme, enfin, qui paraît moins dicté par une logique de projet que par l'état des rapports de force, le poids respectif des alliés verts et des lobbies pro- et anti-nucléaires. Pourtant, si la présidentielle avait eu lieu hier, c'est François Hollande qui aurait été élu en recueillant au deuxième tour 58% des voix.
On ne gagne pas une élection de cette nature sur une simple stature internationale, sinon Giscard aurait battu Mitterrand en 1981. Non, il faut aussi incarner un programme à la hauteur de la situation. Or, ce programme, on en connaît un peu mieux les grandes lignes depuis que l'UMP que vous dirigez, Jean-François Copé, a fait connaître le sien. Je le résume en les grandes lignes. En finir avec les 35 heures au profit de négociations sur le temps de travail branche par branche. Alléger le coût du travail pour tenter d'enrayer les délocalisations, ça s'appelle la TVA sociale, mais il ne faut jamais dire ça en période électorale. Soutenir les PME et rationaliser nos filières industrielles, là-dessus, mon Dieu, comment ne pas être d'accord? Tout le monde est d'accord, de la droite à la gauche, la plus modérée à la plus extrême, mais on reste encore curieux de savoir comment. Enfin, et j'en arrive à ce que me suggérait Marc Voinchem, enfin, sauver notre modèle social, vous le répétez à chaque discours, ce modèle social qui est censé nous protéger face à la tempête que traverse l'Europe et la zone euro. Mais voilà, avec ses 2,5 millions, voire 4 millions de chômeurs selon les statistiques, son déficit chronique, encore plus de 18 milliards cette année, une dette sociale qui atteint maintenant 144 milliards, équivalent, il faut le dire, après 3 années de recettes de l'impôt sur le revenu, son inadaptation notoire aux problèmes sociaux d'aujourd'hui, pas à ceux d'hier, peut-on encore parler de modèle? Nous avons l'État-providence le plus cher de l'OCDE, je le répète toujours, puisque nous consacrons plus de 30% de PIB aux dépenses sociales, davantage que les Suédois, il faut quand même le faire. La part des prestations sociales représente aujourd'hui 27,8% du revenu des ménages. Alors bien sûr, cela nous a permis d'amortir les effets de la crise au début de celle-ci, mais après. L'UMP promet de privilégier l'emploi plutôt que l'assistanat, qui n'en conviendrait. La plupart des chômeurs préféreraient vivre de leur travail. Encore faut-il que notre système en crée des emplois. Traquer la faute sociale est légitime. Même si vous parveniez à l'éradiquer complètement, vous savez bien que cela ne suffirait certainement pas à ramener à l'équilibre notre système de protection. Alors, au lieu d'un énième rafistolage, d'un système qui prend l'eau de toutes parts, l'heure n'est-elle pas venue d'adapter un État-providence qui bénéficie surtout aux retraités et aux insiders et qui laisse de côté les jeunes et les précaires? Jean-François Copé, je vous vois écouter passionné. Vous avez été chroniqueur en France Culture, il faut le rappeler. Absolument, donc, je sentais un peu dans votre oui. regard une forme de nostalgie. Ah, ça, c'est je vrai. tiendrais bien chronique à nouveau. Ça, mais c'est enfin, vrai. là, Moi, j'ai adoré ma participation régulière aux émissions de France Culture il y a une dizaine d'années. Non, j'écoutais ce que vous disiez avec beaucoup d'intérêt et d'attention, parce que je vois là quelqu'un qui a travaillé de manière très précise, et donc je vous répondrai volontiers sur tout ça. D'abord, peut-être une première remarque. Lorsque vous avez énoncé nos propositions et que vous avez dit qui pourrait être en désaccord de la droite ou de la gauche, si, quand même, je suis quand même obligé de vous dire que l'un des grands problèmes d'ailleurs dans notre pays, c'est de ne pas arriver à trouver de consensus sur ces idées de bon sens. Vous prenez l'exemple des 35 heures, si vous saviez... Ah, c'est pas là-dessus que je vous ai qu'il y avait consensus. Pardon, c'était sur le soutien aux TPE et aux filières industrielles. Ça, sur les 35 heures, il n'y a pas consensus. Mais, même sur les filières industrielles, regardez la manière dont aujourd'hui les Verts et les socialistes parlent de la filière nucléaire française, qui est une des filières d'excellence. Ils disent pas tous la même chose. Vous avez remarqué ? Non, mais enfin, écoutez, ils ont signé en tout cas le même papier. C'est que donc, quelque part... fermeture de 35 centrales. Surtout de 24 réacteurs. En échange d'ailleurs d'à peu près, je crois, le même nombre de circonscriptions pour les Verts électorales. C'est vous dire combien tout ça est pathétique. Vous savez, ce qui compte, c'est la signature. Hein. On peut aller après dans les dîners mondains raconter l'inverse. Enfin, il y a des rendez-vous. Vous ne croyez pas, vous, après, au recadrage, aux démentis, aux déclarations moi, je veux bien croire à tout ce qu'on veut. Dans ce cas, on ne dit pas aux Français qu'on signe un accord dans lequel on s'engage pour la France. À ce moment-là, vous voyez, il y a des tas d'autres manières de mentir, si on veut mentir. Hein. Donc, pourquoi simplement je vous dis cela? C'est parce que je pense justement qu'il n'y a pas de consensus sur ce que nous proposons avec la gauche, ni d'ailleurs avec l'extrême droite. Pourquoi? Parce que tout va ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, il va y avoir des décisions européennes à prendre. Il faut mieux faire converger nos politiques budgétaires, fiscales, sociales. Mais il y a aussi des choses que nous, Français, devons faire. Et pour avoir vraiment, avec mon ami Bruno Le Maire et un certain nombre des membres de toute notre famille politique, réfléchi, consulté, regardé ce qui se passe dans les autres pays. Moi, je fais beaucoup de comparaisons internationales depuis très longtemps avec mon club Génération France, pour essayer de voir justement comment les autres font. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on ne peut plus continuer comme cela en ce qui concerne
notre organisation et notre temps de travail, qui demeure rigide, même si on a donné un coup de pouce sur les heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires, elles sont aléatoires, ça dépend de la crise. D'autre part, qu'on ne peut pas continuer comme ça avec une fiscalité qui pèse autant sur le travail. Quand vous voyez que la sécurité sociale est pour l'essentiel, en dehors de la CSG, payée par les charges sociales, donc dans les entreprises, par les employeurs et les salariés, c'est évidemment de quoi plomber la compétitivité. Et enfin, que nous ne pouvons pas continuer comme ça avec des entreprises, les fameuses PME, qui en France, par rapport aux Allemandes, sont beaucoup trop petites et qui ne peuvent pas croître parce qu'il y a des tels freins à la croissance en France, des freins bancaires, d'où l'idée d'ailleurs de développer les financements non bancaires, des normes administratives, mais inouïes. Vous n'imaginez pas comme ce pays a une aptitude naturelle à multiplier le zèle en application des normes. Vous vous baladez vous allez visiter une ferme dans telle ou telle région, l'agriculteur, il vous donne la liste de toutes les normes. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Comment se fait-il Votre critique des 35 heures, par exemple, et ça n'est pas nouveau. Comment se fait-il, après tout, puisque tout le monde à l'UMP critique les 35 heures depuis maintenant de nombreuses années, qu'après tout, l'UMP dirige le pays, pourquoi il n'y a pas... Vous n'êtes pas allé au bout de ces critiques avec une vraie nouvelle loi, point barre? Je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. Enfin, on s'étonne quand même aussi. Je vous réponds là-dessus, vous avez tout à fait raison. Nous avons eu ces débats en 2007. Et finalement, en 2011. Non mais attendez, on a eu ces débats en 2000. Avant la campagne présidentielle, on a eu ces débats pour le projet aux Français, justement. Bon. Et on a fait l'arbitrage à l'époque que l'on pourrait maintenir, dans les conditions de croissance de l'époque, que l'on pourrait maintenir ce système. Bon. Parce que les 35 heures, il y a un consensus dessus, évidemment. Qui est-ce qui va vous dire que vous travaillez plus? Bon, enfin, moi je pense que c'est un élément d'émancipation, évidemment, mais c'est un discours qu'il est difficile de faire entendre, les fameuses RTT, bon... Ils sont rentrés dans les mœurs. Or, il y a eu entre-temps cette fameuse crise. Il y a eu celle de 2008-2009, mais il y a surtout celle qu'on vit aujourd'hui. Et qui fait que maintenant, c'est la dette souveraine qui est touchée, la dette des États qui est touchée, pas simplement la dette du pays ou des agents. Donc, on est obligé d'aller plus loin. Et c'est pour cela que ce que l'on pouvait imaginer possible en 2007 ne l'est plus. C'est purement symbolique parce que vous avez déjà fait voter le 20 août 2008 une loi qui permet de déroger aux 35 heures. Donc en fait, il s'agit d'une pure mesure symbolique pour essayer de cliver par rapport à la gauche. Alors je vais vous répondre là-dessus. Si vous m'autorisez, parce que je crois que c'est très important que je réponde à cette question. Sur les 35 heures. La loi de 2008. La loi de 2008 était une loi qui en réalité n'a pas donné les résultats escomptés. Moi aussi, je milite beaucoup pour qu'on évalue les politiques publiques. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on invitait les partenaires sociaux à discuter gentiment. Il n'y avait pas d'incitation. Donc ça pouvait se faire ou ne pas se faire. Et il n'y avait pas d'intérêt objectif à changer, puisque la loi elle a été faite de telle manière qu'on compense aux entreprises les RTT. Donc de toute façon, c'est l'État qui paye. Donc en réalité, il manquait un acteur dans l'histoire. C'est l'État. L'État verse pour la RTT, ce que personne ne sait, 12 milliards d'euros par an. Ben voilà. 12 milliards d'euros, moi je vous dis, quand on en est à supprimer toute une série de dispositions fiscales immédiates, comme par exemple les fameuses niches fiscales qui pourtant aident à l'économie, il y a des niches pour l'entretien du patrimoine, des niches pour le cinéma, des niches qui permettent d'aider au développement de tel ou tel secteur, on est obligé de les réduire ou de les supprimer pour ne pas toucher les 12 milliards de RTT. Mais ça ne vous a pas empêché de faire, à mon avis, intenable. Ça ne vous a pas empêché de faire le paquet fiscal. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous n'avez certes pas attaqué de front les 35 heures, mais vous avez fait des mesures de défiscalisation des heures supplémentaires et un certain nombre de mesures antisociales de contre-réforme. Mais par contre, vous avez fait le paquet fiscal, qui est clairement une politique favorable à la rente et aux plus riches. Non, mais ça, c'est des formules mais non, c'est pas une formule, c'est hyper concret. Pas du tout, c'est extrêmement concret. Et votre projet est idéologique. Profondément. C'est pas du bon sens, c'est de l'idéologie. Non, mais si vous me dites que le projet il est pour la rente et les plus riches, ça c'est des choses qu'on entendait. Le paquet fiscal, c'est pour qui? Ça bénéficie à qui? Aux plus riches. Jean-François Copé. Je vais vous donner mon point de vue. De toute façon, avec plaisir. Voilà des années que Clémentine Autain et moi-même nous croisons de temps en temps. Voilà. J'ai ce plaisir sur les plateaux de télévision et de radio, et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de point de consensus avec vous. Mais au moins, laissez-moi vous donner ma part de vérité, qui est au moins aussi respectable que la vôtre. Donc, ce que je dis simplement, c'est que ce fameux paquet fiscal qui a été utilisé par nos adversaires pour un peu caricaturer, on en vient presque à oublier ce qu'il y avait dedans. Bon, donc si je peux me permettre, je vais vous le rappeler. Il y avait quoi? Il y avait premièrement la défiscalisation des heures supplémentaires, qui est une très belle avancée, puisqu'elle a permis, là où c'était possible, c'est-à-dire là où il y avait des heures supplémentaires, de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Bon. Deuxièmement, il y avait l'exonération des droits de succession. Je me permets de vous faire observer que les droits de succession, ça n'est pas
pour les plus riches seulement. C'est pour toute personne qui a accumulé un patrimoine et qui veut le transmettre à ses enfants. Et d'ailleurs, les Français l'ont massivement plébiscité, cette mesure. Troisièmement, il y a eu la suppression de la taxe professionnelle. Pourquoi on a fait ça ? C'était dans le paquet fiscal. Tout simplement parce que la taxe professionnelle, c'était un des éléments qui encourageait malheureusement les délocalisations. Donc en supprimant cette taxe professionnelle, on a facilité l'activité d'entreprises fortement créatrices d'emplois, puisque vous vous souvenez que la TP, c'était une taxe qui taxait d'abord les embauches. Voilà. Donc c'est plutôt des choses qui sont pour le bien de l'économie, plutôt que ce que vous appelez pour les plus riches. Voilà. Bon, on ne vous réconciliera pas, donc allez, on fait tourner la parole. Hubert Huertas. Oui, je voulais vous relancer il y a 3 minutes sur les 35 heures, mais on va tourner la page. Il y a autre chose qui m'interpelle dans l'actualité. On a d'un côté un chef d'État qui veut occuper les hauteurs, et de l'autre côté, une UMP, quoi que vous en disiez ce matin, parce que c'est vrai que vous êtes très mesuré ce matin, qui cogne comme un sourd. Pourquoi ? Vous avez dit que vous recherchiez un consensus, mais le consensus n'était pas possible avec la gauche. Vous avez vraiment l'impression que vous le recherchez, alors que on a la sensation que vous fermez les débats dès lors qu'ils sont posés. Qu'y a-t-il de scandaleux de poser la question du nucléaire, de sortir du nucléaire ? Bon, on peut poser la question. On peut aussi penser, comme François Hollande le propose, que d'être à 50% en 2025. Or, si on entend vos réactions, il est scandaleux simplement d'y penser. La question du droit de vote des étrangers aux élections municipales. Je ne sais pas si vous avez vu un sondage ce matin. Les Français sont plutôt pour. Aujourd'hui, le Parisien. La sensation générale, c'est qu'à droite, il y a des gens qui doivent être pour. D'ailleurs, le président de la République, il a été pour, il l'a dit, maintenant il est contre. Mais il ne faut pas y penser parce que c'est antipatriote. On a l'impression que vous posez les problèmes en les fermant. Enfin, comme vous êtes journaliste, vous êtes précis. Donc vous avez forcément lu les verbatims de chacune de nos déclarations. Alors vous pourrez toujours trouver des gens qui comme vous dites, cognent. Quand vous dites sur le nucléaire, c'est une folie. Ou qui interdisent le débat. Rocard dit la même chose. Hein. Ça n'a jamais été... Oui, mais Rocard, il lui arrive d'être excessif. Mais ça n'a jamais été mon cas. Enfin, je n'ai jamais souvenir d'avoir interdit... Enfin, d'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi, dit qu'un débat devait être interdit. Et si je peux me permettre, je préfère de loin la polémique sur le fond que la polémique sur les personnes ou sur la forme. Lorsque, par exemple, M. Le Guen dit la semaine dernière, responsable socialiste important, que la rencontre de Strasbourg entre M. Sarkozy, Mme Merkel et M. Monti, c'est l'équivalent de Munich. Est-ce que vous... Attendez, c'est un lieu commun, c'est dans le langage courant. Et vous, de cette Écoutez, phrase... je ne veux pas vous gâcher votre matinée. De cette phrase, vous dites, mais il a dit que Mme Merkel, c'était si Hitler. Je peux me permettre, vous avez fait fort ce matin-là. Si je peux me permettre... Jean-François Copé. Je ne veux pas vous gâcher votre matinée, mais il n'y a pas d'un côté la gentille gauche qui peut dire absolument n'importe quoi, c'est pas grave, c'est un lieu commun, et la méchante droite qui, elle, n'a absolument pas le droit de relever les horreurs que peut dire la gauche. Alors, souffrez que sur ce point nous ne soyons pas d'accord. Je souffre modérément. Et encore une tout fois, va bien. Et encore une on fois, pose des questions, c'est tout. Imaginons ensemble que sur ces sujets, mon point de vue puisse au moins être entendu. Je pense que lorsque l'on est dans une période où la discussion entre la France et l'Allemagne est majeure, où c'est l'honneur et de la France et de l'Allemagne de veiller scrupuleusement à ce que le fond l'emporte toujours sur la forme, que la forme soit respectée. Faire qu'on le veuille ou non, un lien avec Munich, excusez-moi, je vous vois dodeliner pour reprendre la formule d'un célèbre film. Ça revient dans les conversations. Écoutez, donc, actons que nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement, je vous dis tout de suite que je ne laisserai jamais passer des assimilations avec la période nazie. Jamais. Voilà. Donc, ça peut nous faire une petite différence. Je peux comprendre que ce soit contraire à votre engagement. Moi, c'est complètement le mien. Aucun engagement, permettez-le. Moi, vous êtes excessif, là, monsieur Copé. Disons que vous ne l'êtes pas, mais moi, je pense que sur ces sujets, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de laisser passer. De même, puisque je suis sur France Culture, je le dis de la même façon, que lorsque Pierre Moscovici nous parle du fait qu'il faut enrayer la résistible ascension de Nicolas Sarkozy, il se trouve qu'à droite, bien que nous ne sachions rien sur rien, il nous est arrivé de lire, et que nous avons tous en tête la résistible ascension d'Arthur Rouy, cette célèbre pièce de Bertolt Brecht, dont on peut rappeler qu'elle évoquait la même période. Donc, nous ne sommes dupes de rien, et nous ne le laisserons pas passer, ni moi, ni aucun de mes amis. Pour revenir sur le fond, maintenant, je voudrais... Oui, c'est des choses très précises. Alors, vous allez me dire, tout ça est banal, bien sûr, puisque ça vient de la gauche. Je vous dis rien. Deuxième point, sinon sur le fond,
jamais personne n'imagine d'interdire un débat sur le nucléaire. Je dis juste une chose, c'est que ce que j'attends d'un responsable politique aussi important que M. Hollande, c'est qu'il ne nous dise pas simplement au motif qu'il a signé un accord avec les Verts qu'il va réduire de 75 à 50% la part de production. Il l'a dit avant, il l'a dit pendant les primaires. Écoutez-moi, la part du nucléaire dans la production d'électricité. Pourquoi ? Bien sûr qu'il l'a dit avant, mais il l'a dit avant parce qu'il savait qu'il y avait des Verts qui allaient voter aux primaires. Il a fait ses calculs. Il l'a dit parce que peut-être qu'il le pense. Mais bien sûr, ce que j'attends d'un grand responsable politique de l'opposition comme M. François Hollande, c'est qu'il nous explique quel est le plan stratégique pour la France. Ça ne peut pas être simplement de réduire arbitrairement d'un trait de plume 25% du potentiel sans qu'à aucun moment il n'explique comment il va faire compte tenu de l'augmentation alors très importante de la facture d'électricité pour les Français. Vous avez lu Le Monde de ce week-end, il paraît que ça coûte aussi cher de maintenir que d'en sortir. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on le maintient, c'est que l'on entretient le potentiel nucléaire, que l'on fabrique de nouveaux matériels, que l'on paye des laboratoires de recherche français, que l'on a une filière d'excellence, des ingénieurs, des chercheurs, des ouvriers, des gens qui incarnent l'excellence française. Si on le démantèle, l'argent qu'on va dépenser, c'est pour démonter. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. J'ajoute que j'ai jamais dit que j'étais pour le tout nucléaire, ni personne parmi mes amis. D'ailleurs, nous développons massivement le renouvelable, vous le savez, en particulier tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est éolien. Mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de compenser intégralement l'un par l'autre. Donc on ne peut pas fragiliser notre pays. C'est de ça qui manque dans le discours de Hollande. Et c'est ça qu'on attend tous. Alors, voilà. Très vite, je crois que vous voulez intervenir sur le sujet. Et Suzanne Georges qui a demandé la parole. Brice, oui, Suzanne Georges, très vite. Oui, juste, je voudrais revenir sur la réforme de l'État-providence. Parce que là aussi, en 2007, vous nous aviez promis la rupture. Et tous ceux qui se sentent lésés par un État-providence qui pèse énormément, je le disais, le plus fort taux de prélèvement en Europe, attendaient beaucoup de cette rupture. Or, ils n'ont rien vu venir. On a toujours le sentiment que ce sont les mêmes catégories qui sont déjà privilégiées parce qu'elles ont des emplois stables, parce qu'elles ont des retraites confortables, qui continuent à bénéficier de l'État-providence, alors que les outsiders, les jeunes, les précaires, les nouveaux venus, les immigrés, eux, n'en bénéficient pas autant. Et vous le savez très bien, les études de l'OCDE là-dessus sont très claires. Alors, j'ai un point d'accord total avec vous et un point de désaccord. Le point d'accord total, c'est qu'effectivement, moi j'en ai un peu assez qu'on raconte toute la journée qu'on est le gouvernement des riches, le pays des riches, le pays de l'ultralibéralisme et autres caricatures de ce genre, car comme vous l'avez rappelé, et peu prennent la peine de le faire, notre pays est celui de l'OCDE dont la part du PIB dédié aux dépenses sociales est la plus élevée sans conteste. Mais en avons-nous pour notre argent ? Alors, écoutez, est-ce qu'on en a pour notre argent ? Moi, je ne connais pas beaucoup de pays au monde dans lequel on puisse dire aujourd'hui que l'on a le meilleur système de santé ou l'un des meilleurs au monde pour tout le monde. Le mieux remboursé ? Pour tout. Mais écoutez, le mieux remboursé. Vous dites que la sécurité sociale rembourse pour une visite chez un spécialiste ? Pour quelqu'un qui n'a pas de mutuelle ? Oui, pour quelqu'un qui n'a pas de mutuelle. Oui, c'est cela qui m'intéresse. Non mais attendez, là je me permets de soulever une très très légère contradiction, si je peux me permettre. Vous ne pouvez pas d'un côté nous expliquer que c'est terrible que le pays dépense 30% de son PIB en dépenses sociales et que de l'autre, un certain nombre n'ait pas 100% de couverture. Ou alors ça veut dire qu'on ne serait plus à 30% mais à 70%. Je me permets quand même d'appeler votre attention sur le fait que les prestations sociales vont vers ceux qui sont déjà protégés. Eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous puisque le système de la CMU qui a été mis en place d'ailleurs par la gauche et que nous n'avons pas remis en cause parce que c'est un système de solidarité assumé permet de trouver une solution pour les plus modestes. Et je peux en témoigner. Aujourd'hui, à l'hôpital de Meaux, la ville dont je suis le maire, toute personne qui demande à être soignée est immédiatement prise en charge dans des conditions qui sont absolument remarquables. Vous avez remarqué que l'on ne trouve dans aucun autre pays. Vous avez remarqué que le minimum vieillesse est justement situé exactement au-dessus de ce qui permettrait d'atteindre la CMU et que ainsi un très grand nombre de vieillards pauvres n'y ont pas accès. On termine sur ce sujet parce que Suzanne Georges attend la parole depuis longtemps. Là encore, si je peux me permettre, on ne peut pas être à ce point excessif. Ce que vous appelez les vieillards pauvres est une formule qui tout de même fait légèrement oublier que nos aînés bénéficient aujourd'hui d'une solidarité remarquable. Et le point de désaccord, si je peux me permettre, c'est à propos des jeunes. On ne peut pas dire cela.
qu'il y ait aujourd'hui un problème pour beaucoup de nos jeunes, parce que le système d'orientation n'est pas suffisamment orienté sur les besoins de l'économie, qu'on n'est pas suffisamment attentif au suivi individualisé des jeunes, c'est tout à fait exact. C'est pour ça que demain, dans la convention à l'UMP que nous organisons à Lyon, nous allons mettre les pieds dans le plat sur cette question de l'éducation. Les savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e ne sont pas assez maîtrisés, le collège unique ne tient plus debout, il faut qu'il soit maintenant individualisé par élève et qu'on mette beaucoup plus de place à l'apprentissage et l'enseignement professionnel. Ça va être un des grands chantiers du prochain quinquennat, je n'ai aucun doute là-dessus. La précarité des jeunes, excusez-moi, je peux témoigner là encore, nous avons en place à Meaux une mission locale, une maison de l'emploi qui permet des parcours personnalisés. J'ai lancé un programme pour la deuxième chance avec des résultats très remarquables parce que ce sont à chaque fois des suivis personnalisés pour des jeunes qui ont connu des échecs, des détresses psychologiques, des problèmes graves de santé, des problèmes familiaux, les ravages de la drogue, autant de sujets sur lesquels par un suivi individualisé, on trouve un certain nombre de solutions. Et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui puissent offrir à chacun de ces enfants de telles solutions. Donc moi, j'invite quand même à ce qu'on prenne la mesure de la chance que nous avons de vivre en France. Et quand je dis qu'il faut préserver notre modèle social, c'est parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ça. 8h38, les matins de France Culture, invité Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Une question de Suzanne Georges. Oui, je voulais revenir aux PME-PMI qui fournissent la vaste majorité des emplois en France. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut les encourager. Mais vous savez que les banques ont reçu énormément d'argent, non seulement de la France, mais aussi de la Réserve fédérale. J'imagine que le gouvernement français était au courant que Paribas recevait 170 et quelques milliards de dollars, que la Société Générale recevait 125 milliards et Dexia 159 milliards. Pourquoi n'a-t-on rien demandé en retour? Les banques ont profité de tout cela sans rien donner en retour. Pourquoi ne pas avoir exigé des banques qu'elles déterminent un programme pour les PME-PMI et qu'une certaine partie de leurs fonds soit consacrée aux prêts à taux très bas à ces entreprises. Justement, comme vous dites, il faut que la France elle-même fasse des choses. Il ne faut pas attendre tout de l'Europe. Alors, ma réponse là-dessus, d'abord, les prêts à taux très bas, les taux sont encore très bas. Oui, il n'y a pas tellement, c'est pas un problème de taux, c'est un problème d'accès au crédit, c'est un problème de confiance. Et nous avons, pour nos banques, mais c'est pas vrai seulement pour les banques françaises, c'est vrai pour des banques dans de nombreux pays, nous avons incontestablement des comportements par rapport à ces questions de très grande méfiance d'un certain nombre de banques sur la capacité à prêter et à prendre des risques vis-à-vis de l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle, outre que nous avons mis en place un médiateur du crédit qui a fait un très gros travail et qui a permis de déverrouiller beaucoup les choses, nous avons surtout mis en place ce qu'on appelle des financements non bancaires. C'est-à-dire que OSEO, qui est le système qui regroupe tous les dispositifs d'accès au crédit pour les banques, pour les PME, a fait vraiment un travail très important pour faciliter l'accès aux banques. Mon point de vue là-dessus, et je rejoins tout à fait le vôtre, c'est qu'il faut maintenant passer la vitesse supérieure. Et qu'il faut donc des dispositifs beaucoup plus puissants encore une fois, non bancaires, qui viennent s'ajouter aux dispositifs bancaires pour déverrouiller le système. Comme d'ailleurs, il faut que les PME bénéficient d'un allègement de leurs normes. Les systèmes de seuil qui font que passer de 19 à 20 salariés, c'est tout de suite des conditions sociales absolument incroyables. 49 à 50 salariés, même chose. Tout ça, ce sont des freins. Les Allemands, qui ont un modèle social de grande qualité, arrêtons de vivre dans les clichés, les Allemands ont une facilité de développement de leur PME remarquable. Dès que vous avez une PME qui passe avec une co-gestion, co-direction de ces réformes, de cette façon de faire avancer les choses, syndicats et Länder. Mais bien sûr, mais la grande chance des Allemands, ils ont beaucoup de problèmes, notamment des problèmes démographiques majeurs. Ils n'ont pas de politique. Ils commencent à avoir des problèmes aussi avec leurs prêts et leurs dettes. Oui, absolument. Ils n'ont pas de politique familiale aussi développée que la nôtre, etc. Mais ils ont une particularité, c'est qu'il y a un vrai consensus en Allemagne entre les salariés et le patronat pour dire ce qui compte, c'est la compétitivité des entreprises, parce que c'est ça qui permet de créer de l'emploi. Ça, malheureusement, en France, on en est loin. 8h42, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel sur où je crois que je reconnais de qui vous allez parler en voyant les photos à l'envers. Deux articles ce matin, l'un dans Libération intitulé Retour à la case complot et l'autre dans Le Figaro. Pourquoi le complot refait surface? Vous l'aurez deviné, l'affaire DSK, bien entendu, n'en finit pas de rebondir, de susciter des réactions sur un éventuel complot. Donc, alors, à l'origine de cette avalanche de communiqués et de déclarations
déclarations qui ont fusé tout le week-end se nomme Edward Epstein, ce journaliste américain qui se dit convaincu que le 14 mai dernier, du côté du Sofitel de New York, on a voulu faire capoter la candidature de l'ancien favori socialiste pour 2012. Il affirme dans une enquête qu'un des téléphones BlackBerry perdus de Dominique Strauss-Kahn a été piraté et un de ses courriels privés lus par l'UMP, que DSK aurait été prévenu par une amie documentaliste au parti sarkozyste que son téléphone était sur écoute. Enfin, précise toujours Libé, il prétend aussi qu'une vidéo de surveillance de l'hôtel montre 2 hommes se réjouir et se congratuler juste après avoir entendu la femme de chambre accuser DSK de l'avoir agressé sexuellement. Alors en filigrane de l'article, poursuit le Figaro, apparaît une thèse réapparue récemment à la lumière de l'enquête sur le réseau de proxénétisme du Carlton. Probable candidat à l'élection présidentielle de 2012, Dominique Strauss-Kahn était surveillé et écouté. Ses frasques sexuelles, qu'il ne prenait pas un luxe de précaution à dissimuler d'ailleurs, étaient son point faible. Leur révélation aurait évidemment changé le cours de la campagne électorale. Et l'auteur de l'article donc d'affirmer: des gens étaient en train de surveiller ce que faisait DSK pendant son voyage à New York. Je n'ai pas dit que c'était un complot politique, mais je dirais que des gens ont voulu trouver des preuves d'un mauvais comportement de sa part de façon à faire capoter sa candidature, voire son poste au FMI. Réaction de Dominique Strauss-Kahn: hier, je n'ai aucun commentaire à faire aux articles de Monsieur Epstein. Et le Figaro simplement de rappeler que le 18 septembre dernier, sur le plateau de TF1, il avait confié: un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Jean-François Copé, un commentaire sur cette actualité du complot, théorie du complot. On a entendu plusieurs voix à droite ne pas vouloir accréditer cette thèse, ni même y céder un pouce. Je crois Claude Guéant hier sur Europe 1. Enfin, c'est juste ridicule. Donc, moi, je trouve que cette affaire est déjà suffisamment tragique comme ça, et que plutôt que d'essayer de rajouter des nouveaux épisodes, on ferait mieux, franchement, de parler d'autre chose. Il y a bien longtemps que l'affaire Strauss-Kahn n'a plus rien à voir avec la politique. Donc, quel est l'intérêt de venir raconter des sornettes Voilà. L'image de l'UMP en train d'organiser, de lire des mails, enfin, tout ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il n'y a pas le début d'éléments avérés. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que les journalistes français, qui sont d'habitude tellement soucieux de déontologie, qui vérifie tout, à qui ça ne viendrait jamais à l'idée, par exemple, de faire un grand article avec des témoignages anonymes non vérifiés, c'est pas le genre de la presse française, puisse tout d'un coup accréditer l'idée que ce monsieur Epstein, que personne connaissait avant, écrivant dans une revue que personne n'a jamais lue et qui tout d'un coup est réputée sérieuse, puisse éventuellement... je sais pas, moi. Oui, la revue, je respecte tout, mais je dis juste, c'est absolument, c'est quand même vraiment pour se faire un week-end avec quelque chose, quoi. Pour ne pas y passer la nuit, justement, est-ce que vous seriez favorable à ce que cette vidéo soit diffusée? C'est ce que demande le journaliste américain. Il disait, diffusons-la et on verra bien s'il y a eu ou pas, vous savez, la fameuse danse, ces trucs qu'on a lus. Est-ce que vous seriez d'accord ou favorable pour qu'on la voie? Mais je m'en fiche complètement, surtout, complètement. D'ailleurs, vous voyez, là, déjà, vous êtes quand même bien d'accord, parce que comme personne le dit, que cette vidéo n'a donc rien à voir avec l'UMP, par exemple. Déjà un détail. Donc, qu'on nous laisse tranquille. Nous, on fait campagne, on s'occupe des Français. Qu'on nous laisse tranquille. Oui, on n'y voit pas Nicolas Sarkozy danser la Cravagnole pour l'instant. Que Strauss-Kahn qu'on s'occupe de ces trucs. Moi, vraiment, je vous assure, c'est vraiment pas notre sujet. Voilà. Affaire pour affaire. Et qu'après tout, si les socialistes français pensent qu'il y a vraiment eu un complot, que c'est épouvantable, ils ont qu'à refaire leur primaire, réintégrer M. Strauss-Kahn dedans, et puis on verra bien. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment pour tout, quoi. Hein. Bon, affaire pour affaire, Jean-François Copé, il y a évidemment sur vous cette affaire Ziad Takedine qui pèse. Vous avez été mis en cause par un témoin anonyme notamment. Oui, absolument, un témoin totalement anonyme. Voilà, mais ça, c'est l'anonymat. Non, mais voilà, on vous suspecte, ça ne finit pas de vous poser la question. Conflit d'intérêts, corruption. Non, attendez, je vous arrête tout de suite. Tout ça est absolument, totalement faux. Il n'y a jamais eu d'ailleurs rien de tout cela. On s'étonne quand même que quand vous étiez ministre du budget, M. Takedine ne payait pas l'impôt et que vous vous en soyez pas rendu compte. Non, mais j'ai répondu pas de 200 fois à ça. Déjà, je vous dis de plus. Je n'en savais rien, strictement rien. Rien. J'ai toujours dit que je n'avais jamais été informé de tout cela. Donc, vous avez effectivement répondu, donc on ne va pas revenir. Mais une autre question.
est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez été peut-être imprudent? J'ai déjà en acceptant une montre de Grand Prix alors que vous étiez ministre. Non, d'abord c'est absolument. Enfin bon, là-dessus. Encore une fois, c'est pas juste si c'est pas juste. Encore une fois, non, mais c'est pas ça. Mais j'ai répondu 10 fois. Bon, je peux comprendre que vous vous dévouillez les uns et les autres pour me reposer à chaque fois la même question. Mais vous voulez que je vous dise, je sais pas combien, 8 ou 9 ans après, on peut toujours juger les choses. Mais enfin, c'est complètement hors contexte. C'était une période où je n'avais pas d'éléments qui me permettent de dire tout cela. Voilà. Donc, effectivement, à partir de là, on peut disserter pendant des heures et des années. Moi, la seule chose que je dis, c'est que j'ai pour habitude et pour valeur d'assumer mes amitiés. Voilà. Donc, je les assume. C'est tout. Très clairement et très simplement. Jean-François Copé, pour terminer... Et pour autant, je n'ai rien fait de toutes ces allégations anonymes ignobles, qui ont été d'ailleurs répercutées avec la plus grande complaisance, sans que ce soit vérifié ni étayé. En disant, c'est pas grave, on fait un article avec ça. De toute façon, ça n'a aucune importance. Bah si, ça peut en avoir, parce que quand même, derrière cela, il y a des personnes, il y a des gens, on n'est pas obligé d'écrire sans vérifier. Voilà. Calomnier, il en restera toujours exactement. quelque chose. Mais bon. Alors, cela dit, j'ai pris tout le temps nécessaire à démentir, et je dois reconnaître que mes démentis ont été publiés. Voilà. Jean-François Copé, une toute dernière question, peut-être un peu personnelle. Vous êtes né, on va le dévoiler, le 5 mai 1964. Vous êtes donc encore, on va dire, dans la catégorie des gens qui sont jeunes en politique. Comment envisagez-vous? Très jeune. On sait que vous y pensez tous les matins en vous rasant, et que un jour ou l'autre vous ne désigneriez pas aller à l'Élysée. Mais en fait, tout de même, peut-être, comment envisagez-vous un jour ou l'autre justement de faire évoluer peut-être la question politique de votre bord à vous, du côté de l'UMP. Après tout de même, on voit 61% des Français en ligne du Parisien favorables au vote des étrangers. On voit que de très nombreux Français, j'ai pas de pourcentage, mais y compris dans votre camp, sont favorables, par exemple, au mariage homosexuel. On sait que les élections essaient de se gagner toujours chez les seniors, notamment à droite. Comment vous, de votre génération, né en 64, vous pensez qu'il faudra un jour ou l'autre, tout de même, que la politique soit pas toujours à la traîne des mouvements sociaux, et de la société? Et est-ce qu'au fond, vous diriez là, aujourd'hui, à 8h49, oui, sur ces questions-là, la société n'a peut-être pas totalement tort, et allons-y pour le vote des étrangers en France, et allons-y pour le mariage homosexuel, comme eux, notamment 6 secrétaires nationaux de l'UMP. Voilà, parce que vous êtes né en 64. C'est un peu idiot, c'est générationnel, mais quand même. Non, mais d'abord, c'est une question très intéressante, évidemment, mais je crois que c'est pas tant une question d'âge qu'une question de conviction. Je pense que on n'a pas des convictions jeunes à tel âge plutôt qu'à tel autre. Je pense que la vraie question, elle est de savoir. Quand même un peu. Je vous donne mon point de vue. Oui, non, bien sûr. Je pense que ce qui compte, c'est d'essayer de voir, lorsqu'on est un responsable politique, certes, les aspirations de la société et la manière de la faire évoluer dans le meilleur sens. Le cas des droits de vote des étrangers est typique. D'accord, mais sur le mariage des étrangers... mais je vais vous répondre après sur mais d'abord, sur le droit de vote, c'est intéressant. Vous voyez ce sondage dit cela. Il y en a un autre qui est sorti il y a 15 jours et qui est plus précis. Il dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit des étrangers hors Union européenne, ce qui n'est pas précisé là, et que ce soit aussi l'éligibilité. Et là, comme par hasard, c'est une écrasante majorité dans l'autre sens. Donc je recommande quand même la plus grande prudence sur la lecture de tout cela. Alors ensuite, sur la question du mariage homosexuel, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre aussi simplement par oui ou par non? Parce que c'est un débat extraordinairement difficile. Parce que d'autres pays ont répondu je l'entends. Sans trop se faire mal. Catholique. Je l'entends. Les Espagnols, il y a un électorat catholique qui n'est pas... Je l'entends. Je veux simplement dire que ce sont des sujets qui sont extraordinairement difficiles, sur lesquels on peut avoir sans doute des convictions personnelles, et moi je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert à ces questions, je ne m'en suis pas caché, mais en même temps qui voit bien qu'il y a sur ces sujets des tensions qui sont très fortes, parce qu'elles renvoient à la question de l'adoption, de la conception de la famille, et que ce sont, à mes yeux, des questions qui méritent d'être traitées autrement que par un sondage, qui doivent donner lieu à un vrai débat, une vraie réflexion, qui soit apaisée, et non pas dans une logique de tension. Or, aujourd'hui, c'est plutôt la tension qui prévaut.